Donc, bonjour à nos auditeurs. On se retrouve pour ce deuxième podcast du groupe de réflexion Politique à venir. Et notre objectif est de penser la politique pour construire l'avenir. Notre invité aujourd'hui est donc Raphaël Liorca. Il est donc expert associé à la Fondation Jean Jaurès et essayiste. Bonjour Raphaël Liorca. Bonjour. Et évidemment, merci d'avoir accepté l'invitation de Merci à Politique à vous. venir. Est-ce que vous pouvez détailler votre parcours à nos auditeurs, s'il vous plaît? Alors, sans faire trop long, ma vie, mon œuvre, je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Moi, j'ai un parcours d'école de commerce à l'ESCP Europe où j'ai fait beaucoup d'histoire à la Sorbonne pendant mes années d'études. Et j'ai rencontré un prof de Strat de Marque en dernière année qui s'appelle Benoît Elbrun, qui m'a ouvert les yeux sur, en gros, la puissance symbolique de la marque, l'intérêt de la communication. Et je suis rentré chez Havas pendant 3 ans. J'y étais planeur stratégique, c'est un terme qui ne parle à personne, mais qui au fond est un métier très intéressant où on scrute la société pour comprendre un peu les tendances, les études d'opinion, et pour craquer surtout des stratégies de com. J'ai fait ça pendant 3 ans et je suis rentré à la Fondation Jean Jaurès avec une première note au lendemain du premier confinement. Je travaille beaucoup sur les entreprises. J'ai écrit pas mal de notes sur la dimension politique des entreprises. Et en fait, c'est via la fondation et via son directeur des études, Jérémy Pelletier, où j'ai concentré plutôt mes derniers écrits sur entre guillemets, la vraie politique, en travaillant d'abord sur Macron. En fait, c'est un travail de 3 ans. J'ai écrit un livre qui s'appelle La marque Macron, qui était une tentative d'explication et de son succès en 2017 et de son dérèglement à l'exercice du pouvoir de ce personnage Macron, avec un nouvel objet qui était l'objet de la marque. On va peut-être y revenir. Et puis, Oui, ces 12 derniers mois, j'ai beaucoup travaillé sur l'extrême droite. Voilà, pour terminer vraiment rapidement, je travaille sur l'extrême droite et sur les stratégies symboliques, les stratégies de com et les stratégies politiques d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Voilà. C'est Pardon, donc notre sujet du podcast aujourd'hui et je laisse mon collègue génial. Nicolas Platis vous en parler. Alors aujourd'hui, le Rassemblement national est aux portes de l'Élysée et votre essai qui s'intitule Les nouveaux masques d'extrême droite revient sur la lente dédiabolisation menée par le parti. Est-ce que vous pensez que cette stratégie est payante? Eh bien, manifestement, oui. Quand on regarde les intentions de vote de deuxième tour, l'extrême droite n'a jamais été aussi puissante. Donc, manifestement, je ne crois pas qu'il y ait 47, 49, voire 51% de la population française qui est d'extrême droite, qui est raciste, qui est antisémite, enfin tous les qualificatifs qu'on accole traditionnellement à l'extrême droite. Je crois que il y a eu effectivement, je crois qu'on sous-estime souvent la part de stratégie et la part de réflexion stratégique sur l'objectif qui était visé, qui était effectivement de dire, je crois que Marine Le Pen, elle a raisonné à l'envers, c'est-à-dire qu'elle a raisonné, s'il y a un chemin de la victoire, quel serait-il? Et c'est ça qu'on a souvent qualifié de stratégie de deuxième tour vis-à-vis de Zemmour, alors qui était une stratégie risquée, parce qu'au fond, à ne pas vouloir rassembler son camp au premier, comme on le dit souvent, comme une règle immuable de la stratégie politique, elle jouait directement la carte de la gagne. Et elle savait très bien que cette carte de la gagne, ça consistait à d'abord et avant tout neutraliser cette étiquette d'extrême droite, qui est une étiquette infamante, qui est une étiquette qui discrédite et qui immédiatement suscite des réflexes de front républicain, de réflexes d'antifascisme, enfin toute une tradition et tout un Qui n'a plus imaginaire vraiment associé. lieu actuellement, le Front républicain. Alors, Sous sa si on en forme croit même le depuis président de la République, lui-même a acté le fait de la fin du Front républicain. Bon, moi, je pense qu'il existe encore. C'est-à-dire que s'il y a un si net report de l'électorat Mélenchon, là, dans les dernières études, il est à 42%. Pardon, c'est pas vrai. Il est à un tiers, un gros tiers. Un gros tiers de l'électorat Mélenchon, aujourd'hui, se déporterait vers Emmanuel Macron. Bon, il ne se déporte pas du tout par conviction idéologique. Il se reporte d'abord et avant tout parce que ce sont des électeurs de gauche qui ont été élevés dans l'idée que l'extrême droite au pouvoir, jamais. Donc, le Front républicain, quand même, factuellement, il persiste. Et c'est même grâce à ça, c'est peut-être l'un des derniers moteurs de Macron pour pouvoir l'emporter face à Marine Le Pen. Donc, je pense mais pour autant, il n'est plus aussi puissant, évidemment. Et c'est là où j'en reviens à mon histoire, c'est qu'on sous-estime souvent la part active
de la part de Marine Le Pen. C'est qu'elle a fait une campagne, alors vous l'avez rappelé, c'est un long travail, hein, cette dédiabolisation. Ça fait depuis qu'elle est à la tête du Front National, donc depuis 2010. Vous évoquez une lente dédiabolisation, justement, dans votre livre. Ah oui, c'est un travail de très longue haleine. Ça passe par des changements de tête d'affiche, où on passe du vieux militant d'extrême droite, type Bruno Gollnisch, à des porte-paroles, et même un président du Front National, Jordan Bardella, qui est l'espèce de gendre idéal, lisse et propre à tout égard. Ça passe par un changement de nom. On a beaucoup glosé sur la sémantique. On passe du Front National, qui est un truc très défensif, au Rassemblement National. Et là, en fait, ce qui est vraiment, et c'est là-dessus peut-être que je veux juste parler une grosse minute, en fait, beaucoup s'est joué à la sortie de l'été 2021, où au fond, elle a cette phrase très tôt vis-à-vis d'Éric Zemmour, où elle dit « Je crois que la France n'est pas prête, elle n'a pas besoin d'un Donald Trump français ». Et ça, en fait, rétrospectivement, on peut lui reconnaître une forme d'intuition politique qui est en fait basée sur une analyse politico-émotionnelle, où au fond, elle regarde l'état de la société française post-quinquennat Macron, qui a été rythmé par tout un tas de crises. Les crises sociales, les gilets jaunes, une crise sanitaire. Je pense qu'on n'y revient pas assez, mais on a quand même vécu des confinements à gogo, des formes hallucinantes. Des crises sur crise, en effet. Ah oui, voilà. Et puis, jusqu'à cette crise géopolitique avec cet imaginaire de menace nucléaire qui a encore dramatisé cette fin de campagne de premier tour. Tout ça pour dire qu'elle en a tiré une conclusion très, 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 très simple, c'est que la France n'est plus du tout structurée autour d'une émotion dominante qui était la colère, qui était l'espèce de moment populiste qu'elle espérait, sur lequel elle espérait prospérer en 2012 et en 2017. Elle est structurée par une autre émotion qui est la fatigue. Et en fait, quand on prend cette analyse au sérieux, elle a tiré le fil, en fait. C'est qu'il ne s'agit plus du tout de coaliser des colères les unes avec les autres. C'est ce qu'elle faisait lors de ses 2 précédentes campagnes. Non, il s'agit d'accompagner mollement, tranquillement, cette espèce d'apathie généralisée. Et j'y reviens sur cette question du Fonds républicain, où au fond, de manière contre-intuitive, ce n'est pas une stratégie de conquête qu'elle fait, une stratégie de conviction. Moi, je crois qu'elle fait une stratégie de démobilisation, où son objectif à elle, c'est de venir convertir les électeurs pro-Macron en abstentionnistes. C'est ça qu'elle essaie de faire. Et donc, sa stratégie nous amène justement à notre sujet de reconquête plutôt que de conquête. On va donc parler d'Éric Zemmour, qui est, selon vous, comme vous l'écrivez, le symbole de l'ère Netflix. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus à nos auditeurs ce sujet ? Alors, ce que j'ai voulu raconter avec ça, c'est que j'ai été frappé par cette espèce de paradoxe. Un candidat qui articule d'un côté un vieux logiciel d'extrême droite, où vraiment, là, il y a eu un travail très important qui a été fait par exemple, par l'historien Laurent Joly, sur vraiment les caractéristiques de nationalisme ethnique, de mouvements contre-révolutionnaires fin 19e, articule donc ce vieux logiciel à des formes extrêmement modernes. C'est qu'effectivement, quand on regarde de près, il manie des codes des réseaux sociaux. Ça, effectivement, il y a de très bonnes équipes pour ça. Je pense à Samuel Lafont qui est derrière les manettes, qui articule des codes du cool, qui est quelque chose que l'extrême droite n'avait jamais osé faire. C'est-à-dire que cette idée qu'on ne doit pas simplement dédiaboliser, mais en fait rendre désirables des éléments programmatiques et des éléments même de forme. C'est une culture, justement, je vous coupe, la bataille du cool qui a été utilisée d'abord par les progressistes et maintenant, comme vous le dites, qui est reprise par les conservateurs. Alors, je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'on n'a pas le temps de faire une conférence là-dessus, mais c'est passionnant. Il y a une histoire du cool. L'historien américain, alors j'ai dit Joel Dicker, c'est pas du tout Joel Dicker et son nom m'échappe à l'instant, je suis très emmerdé. Il y a un historien américain qui a fait une histoire du cool qui est passionnante, qui raconte qu'effectivement, le cool, c'est d'abord une figure du progressisme qui est issue des mouvements afro-américains, qui a ensuite été diffusée dans l'ensemble de la gauche beaucoup plus largement par le jazz. Bon, effectivement, ce qui m'a frappé, c'est la capacité qu'a eu Éric Zemmour par tout un tas d'éléments. Son bain voyant, qui est une espèce de, non seulement un type de langage, mais des pancartes affichées, des casquettes telles quelles. Mais aussi, ça l'a lissé auprès des Français. Ça consistait à, en fait, c'est par la forme, on fait passer un fond sur lequel il ne reniait rien. C'est ça qui m'intéresse. Et la stratégie des mèmes qu'il a utilisée sur Instagram était très intéressante de ce point de vue-là. J'ai le souvenir d'un mème en quatre écrans. Toc toc, c'est qui? Rémi. Rémi qui? Rémigration. Avec évidemment le chapeau absurde mexicain. Là-dessus, on peut leur reconnaître que c'est eux qui ont eu la meilleure stratégie numérique sur les réseaux sociaux. Bah oui, parce que quand on revient sur ce concept-là de remigration, qui est un concept
extrêmement radical, qui a longtemps été cantonné dans les sphères marginales de l'extrême droite, alors il est allé jusqu'à proposer un ministère de la Remigration. Mais c'est-à-dire qu'on ne renie rien sur le fond, mais par la forme, par le rire, par l'humour, par le LOL, parce qu'il existe une politique du LOL qu'il n'a pas inventée. Salvini en Italie, Donald Trump aux États-Unis, tous ces mouvements d'extrême droite ont conceptualisé depuis longtemps qu'il fallait se mettre du côté des rieurs. De toute façon, on n'invente souvent rien. On fait avec ce qui a déjà été fait. Chacun, ça c'est une vaste question philosophique, cher ami, mais en tout cas, ils ont vachement adapté cette stratégie. Alors, je reviens à Netflix, parce qu'en fait, j'ai parlé de tout ça pour parler de Netflix. Dans ces formes contemporaines qu'a utilisé Éric Zemmour, j'ai essayé de pousser l'idée selon laquelle, même dans sa construction de récit politique, il n'était pas dans une logique que j'ai appelée, moi, de l'RTF1, qui consiste à dire, en fait, pour exister en tant qu'homme politique, il faut en fait organiser une stratégie de présence et d'absence sur des grands médias, et au premier rang desquels la télévision. Au fond, une bonne séquence politique réussie de l'RTF1, c'est 3 trucs, c'est un triptyque: conférence de presse, interview dans un grand quotidien, et surtout le JT de 20h sur TF1 ou sur France 2. Bon, c'était ça une séquence réussie. Et que lui, c'est pour ça que je parlais d'ère Netflix, il a compris que le médium culturel, enfin il a compris, lui non d'ailleurs, parce que alors lui, les Netflix et les séries, ça ne parle pas du tout, mais ses équipes, il est très très bien entouré, ont compris que le médium culturel dominant, c'était plutôt les séries. Et donc il fallait en fait construire son récit politique à la manière d'une série politique, avec ses arcs narratifs, avec ses cliffhangers, avec un travail très poussé sur le personnage, avec la gestion du rythme, la gestion de la surprise. Tous ces éléments qui font les bons ingrédients d'une bonne série, il me semble qu'il les a appliqués dans sa campagne. Donc, c'est en ça que je voulais montrer qu'Éric Zemmour, voilà, c'était une forme d'extrême droite, c'est une pointe avancée de l'extrême droite, en cela qu'il a renouvelé complètement sa stratégie de la forme pour faire passer un fond. Et d'ailleurs, ce sera peut-être ta prochaine question, je l'anticipe peut-être, mais c'est là où il y a une articulation intéressante à analyser entre Zemmour et Le Pen. La question que je voulais maintenant vous poser est plutôt à propos du populisme. Puisqu'aujourd'hui, on a un grand parti du centre ralliant à la fois l'ancienne gauche de gouvernement et l'ancienne droite de gouvernement avec La République En Marche. Mais est-ce que vous pensez qu'un parti similaire puisse naître chez ceux qu'on appelle les populistes? Un mouvement ralliant à la fois les populistes de droite et ceux de gauche. Bon, et en même temps populiste, disons. Ah oui, non, mais j'ai bien compris la question. Premier élément de réponse, il y a une forme de danger sur lequel j'ai beaucoup écrit, parce que mon premier vrai travail, ça a été de scruter le macronisme, où effectivement, et les résultats du premier tour l'ont montré, c'est qu'avoir une droite républicaine, une gauche républicaine, droite de gouvernement et une gauche de gouvernement aussi faible, historiquement faible, ça crée le sentiment que le seul parti de gouvernement, c'est La République En Marche, qui est une forme de... On devrait tous s'alerter démocratiquement, ou au fond, d'ailleurs, je suis surpris que Marine Le Pen ne puisse pas cette carte. Il représente quand même, et c'est important de le dire, le score d'Éric Zemmour à eux deux. Absolument. C'est absolument saisissant, la faiblesse du PS et de LR à cette élection. Non, je parlais de la critique très ancienne au Front National de l'UMPS, où au fond, quant au meeting Macron, on voit côte à côte Manuel Valls et Jean-Pierre Raffarin. Bon, ben voilà, c'est-à-dire que d'une certaine façon, La République En Marche a réussi à réunir les libéraux des deux bords. Bon, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse sur cette stratégie de ralliement des populistes de droite et de gauche. C'est un grand fantasme qui a été réalisé en Italie. Et c'est d'ailleurs le seul exemple où l'Italie, qu'on présente souvent comme le laboratoire politique de ce qui peut arriver en France, où effectivement, il y a eu des collusions et des fusions d'électorats et des stratégies d'alliance entre des populistes de droite et de gauche. Moi, je pense, et je crois que c'est la stratégie de Marine Le Pen, c'est la lecture politique de Marine Le Pen, que ce moment populiste français est passé. Et qu'au fond, et je crois d'ailleurs que ça rejoint aussi, et c'est marrant comment les lectures politiques peuvent converger alors que ça aboutit à des raisonnements et des atterrissages complètement différents. Au fond, Éric Zemmour fait ce même pari. C'est-à-dire que lui, il pense que son vrai potentiel électoral, c'est plutôt l'union des droites. Donc, je ne crois pas beaucoup à cette histoire de fusion des électorats. Et surtout de espèce de brun, de rouge-brun, qui était une espèce de
de chiffon rouge qu'on agitait il y a encore quelques années. Quand je regarde les enquêtes d'opinion, il y a quand même, et je lisais encore Brice Teinturier là, dans le 1, où il montrait que même dans les… il y a non seulement l'approche quantitative, combien de pourcentage d'électeurs Mélenchon au premier tour sont prêts à voter Le Pen, apparemment 20%. Bon. Mais c'est surtout d'un point de vue qualitatif, est-ce que ces deux électorats sont capables de se retrouver sur une vision du monde commune. Et de fait, ce que lui montre, c'est qu'il y a quand même un rapport à l'autre qui est fondamentalement différent. C'est qu'il y a un rapport de confiance à l'autre d'un côté, un rapport de défiance à l'autre de l'autre. Et ça en fait, là, ça paraît un peu abstrait et philosophique, mais en fait, sur tout un tas de sujets par la suite de politique publique, en fait, on retrouve des divergences extrêmement fortes entre ces deux électorats. Donc, en fait, moi, j'y crois pas beaucoup à ça. D'accord, merci beaucoup. Donc, merci Raphaël Liorca et merci à nos auditeurs pour leur écoute et à nos lecteurs. Et donc, on se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité qui s'intéresse aux questions de société. Merci Raphaël Liorca.